Donc, on commence du coup avec ce mode développeur. Donc, effectivement, dès lors que vous ouvrez votre Figma, vous allez avoir la possibilité d'activer ce mode, donc soit avec un Shift D, soit en y accédant ici. Et en fait, Figma se veut être un outil orienté aussi bien pour les devs que pour les designers, principalement pour les designers, mais ils veulent évidemment faciliter en fait cette espèce de transition et de frontière entre développeurs et designers. Donc là, en fait, il faut imaginer que vous êtes développeur et que vous voulez récupérer en fait tout un tas d'informations. Vous allez activer ce mode dev. Et donc voilà, il y a plusieurs petites nouveautés. Donc ça, activer, on l'a déjà fait. À partir de là, déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que quand vous utilisez des sections, donc les sections, vous savez, c'est un mode, c'est quelque chose qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, c'est-à-dire que dès lors que vous faites, par exemple, vous allez faire votre frame avec l'ensemble de vos éléments, et vous avez un nouvel élément qui est la section, donc qui peut être accessible ici, là, vous voyez, les sections. C'est différent de la frame, c'est vraiment un truc à part. Vous sélectionnez, ça permet de classer, de ranger, etc. Eh bien, dans ces sections, il y a une petite nouveauté. Dès lors qu'on est en mode dev, vous avez un petit icône. Alors, attendez, hop, je l'active. Voilà, vous avez un petit icône qui est ici, qui en fait va permettre aux designers, alors je vais dire designers, évidemment, vous savez que le côté inclusif est hyper important, mais voilà, si jamais je dis par abus de langage designer, m'en voulez pas. Euh, il sera donc possible côté créa, on va dire, de marquer en fait des sections comme étant prêtes à développer. Donc, vous voyez ici, si jamais on compare ces deux sections, donc là c'est l'ensemble des composants et là c'est en fait des vues qui ont été designées. Et vous voyez ici, il y a un petit label Ready for Dev. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce Ready for Dev? Ça veut dire que effectivement côté design, une fois on a designé un truc et qu'on veut indiquer qu'en fait c'est bon et que c'est disponible. Coucou Adrien, comment ça va? Coucou à toi, très content de t'accueillir ce matin. Dès qu'on veut effectivement indiquer que le design est prêt, on va pouvoir au niveau de la section l'indiquer ici, c'est-à-dire cliquer ici et hop, dès qu'on passe en mode dev, on saura directement que cette section est disponible. Alors ça fait un peu gadget comme ça, mais en réalité, en quoi c'est intéressant, c'est que à partir du moment où une section a été marquée comme étant prête alors je vais le remove, comme étant prête à être développée, la personne qui est en mode dev va avoir une petite vue sur la gauche, je ne sais pas si vous voyez ici, et elle va pouvoir cliquer pour directement focus en fait sur les endroits. Vous voyez, on peut aller de droite à gauche comme ça et focus directement sur les endroits parce que des fois, vous savez, les Figma, c'est un peu le bazar. Donc techniquement, vous seriez censé cleaner un petit peu tout ça, mais ils ont pensé un petit peu voilà, à tout le monde. Et en gros, vous pourrez organiser vos sections, les marquer en tant que ready for dev, histoire que, voilà, si c'est un petit peu le bordel, le dev qui arrive ici ou la dev qui arrive ici pourra directement avoir sur son petit panneau de gauche les vues qui doivent être directement développées. Et à chaque fois, il y a un focus qui est fait. Donc, hyper cool cette petite feature ready for dev. Et comme tu le dis à Tomisty, effectivement, ça fluidifie un petit peu le workflow. Ensuite, ce mode dev, il a d'autres aspects intéressants. Autre aspect intéressant, c'est... alors attendez, tac, tac, tac. Ouais, effectivement. Donc, à partir du moment où vous êtes en mode dev, vous pourrez aller chercher donc l'ensemble de vos composants, cliquer en fait même sur voilà, même sur des vues, etc. Et sur la partie de droite, vous allez avoir accès à tout un tas de petites informations hyper utiles. Donc déjà, si par exemple je prends cette maquette-ci là, donc c'est une page e-commerce. Sur la droite, vous allez voir que je peux avoir accès à plein d'infos. Je vais avoir le code. Je peux effectivement sélectionner en quoi je le veux. Alors ça, c'est quelque chose qui n'existait pas nativement. Ça existait via des plugins, on pouvait le faire, mais je crois pas. Enfin, il y avait un petit bout de code, mais là, vraiment, le fait de pouvoir switcher dans d'autres langages, genre du Swift, voilà, du CSS, etc., etc., je crois que c'est quelque chose qui n'était pas nativement intégré. Autre aspect hyper intéressant, vous avez accès directement au code couleur, donc c'est hyper bien classé, voilà, c'est clean, et vous avez accès à tous les assets. Donc ici, si par exemple vous avez nécessité quand vous développez et vous intégrez une maquette d'avoir accès en fait à vos SVG, à vos photos, etc., tous les assets sont directement sur le côté. Vous n'avez plus qu'à choisir le format de l'export. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, c'est en haut à droite. Et puis directement télécharger. Vous pouvez même aller directement sur le main component si jamais c'est un composant. Voilà, donc c'est vraiment une vue hyper clean pour les développeurs, hyper facile.
Autre petite nouveauté hyper intéressante, non, je pense que j'en parlerai après parce que sinon je vais me mélanger. Mais ce qui peut être aussi intéressant, c'est que dès lors que vous rentrez dans un composant, vous allez avoir ce qu'ils appellent le playground, c'est-à-dire que vous pouvez en fait tester le composant dans tous ses états. Donc vous voyez par exemple ici il y a un composant bouton avec plusieurs variantes, etc., etc. Et donc sur la droite j'ai un bouton Open in Playground et quand je fais ça en fait j'ai une espèce de petite vue bac à sable en quelque sorte dans laquelle je vais pouvoir aller triturer mon petit bouton, tester un peu tout ce qui a été prévu par mes designers et mes designeuses. Voilà, je peux changer potentiellement les icônes, etc. si ça a été prévu. Hop, et faire mes petits tests comme ça. Alors celui-ci peut-être, est-ce que je peux pas le masquer? Je sais pas. Voilà, par exemple, je ne veux pas de left, je veux qu'un right. Je veux un label et je veux mettre une enveloppe. Et puis je veux le mettre dans un style outline. Et par exemple, si on avait prévu même un label, on pourrait directement éditer le label du bouton à l'intérieur. Et après, je peux reset pour reprendre mon état d'origine. Donc ça, c'est plutôt cool. Notamment quand vous développez des composants type en React ou ce genre de choses, ça peut être bien de voir tous les cas d'usage en fait qui ont été prévus. Et du coup, bah, comme ça, vous allez pouvoir directement en fait avoir une vue très très rapide sur comment votre composant, enfin toutes les variations que votre composant doit avoir et que vous devrez prévoir dans vos développements. Voilà. Ouais, c'est assez fou, Timmy, mais attends, hein, c'est vraiment le début là. On est vraiment au début, tu vas voir, il y a encore plein d'autres trucs trop cool. Donc cette petite vue playground très très cool aussi. Je sais pas si ça marche aussi au niveau des vues complètes. Je pense que c'est vraiment propre aux composants. Il faudrait que je reteste, mais bon bref, voilà. Donc ça hyper intéressant. Ensuite au niveau du mode dev, alors la chose qui saute aux yeux d'entrée dans le mode dev, là je voulais parler de quelques features un petit peu plus annexes mais très très cool. Après la chose qui saute le plus aux yeux et qui me fait penser notamment à un InVision ou ce genre de logiciel, c'est que dès lors que vous allez être dans le mode dev, vous allez avoir voilà, cette espèce de... Enfin vous allez pouvoir survoler pour avoir directement accès aux informations, vous voyez. Donc là je suis dans mon mode dev. De base si j'étais en design, vous voyez, j'ai pas toutes ces informations qui pop, ou alors il faut vraiment que je clique maison sur un élément, je maintiens, je vois qu'il y a 16 pixels, etc. Je maintiens mon bouton option. Quand je suis dans le mode dev, j'ai directement mon hover accès avec toutes les informations dont j'ai besoin. Si jamais j'utilise les variables, donc ça on va voir, c'est une toute nouvelle, c'est vraiment une nouveauté les variables, mais voilà, en tout cas sachez que j'ai le nom de mes variables qui apparaît. Faudra que il aurait fallu que je commence par les variables, mais peu importe. En tout cas, sachez que toutes les informations dont vous avez besoin pop directement au niveau du hover, et après j'ai plus qu'à cliquer dans mon composant et j'ai tout ce dont j'ai besoin sur le côté. J'ai vu passer d'ailleurs, donc chez Figma, ils ont 2 développeurs advocates, donc des personnes qui font du dev, mais qui sont là en fait pour animer un peu la communauté. Et ils ont développé, j'ai vu passer ça, à mon avis, vous le retrouverez sur Twitter, c'est pas trop compliqué. Ils ont sorti sur GitHub des plugins justement pour pouvoir directement exporter tout ce qui est variable, etc. On va le voir. Donc voilà, ils ont vraiment fait le travail hyper bien. Ensuite, avec cette vue de ce mode dev, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Ah voilà, alors ça c'est la feature que je voulais évoquer tout à l'heure. Ultra, ultra, ultra intéressant. On a la possibilité d'avoir l'historique des modifications qui ont été faites, qui apparaissent, et surtout un comparatif. Donc là, vous voyez ce petit design. J'ai changé en fait cette petite étiquette ici pour mettre un visuel, et j'ai changé ce texte. Dès lors que j'entre dans mon mode dev, si je clique, mettons sur ma vue welcome, vous voyez ici en haut à droite, je ne sais pas si c'est assez gros. Salut Benta, comment ça va? Coucou à toi. Avant, il fallait faire Alt sur... Alors, Alt survoler fonctionne toujours à Atomici, mais c'est quand tu es en mode designer. Quand tu es en mode designer, si tu veux, effectivement, que tu cliques et que tu maintiens. Alors, moi, c'est option. Je sais pas si c'est Alt, j'imagine, c'est pareil. Effectivement, tu as toujours ce mode-là. Mais par contre, le mode dev, pour si tu veux que les développeurs puissent très facilement accéder aux informations sans commencer à prendre tous les raccourcis, machin et tout, ils ont directement fait une vue avec toutes les informations dont ils ont besoin. Et ça, en fait, alors les variables, on introduira le sujet plus tard, mais en gros, vous voyez les variables Figma, exactement le même principe que les variables CSS ou autres, c'est-à-dire qu'on va pouvoir définir des valeurs et les associer à un naming. Donc là, effectivement, ils nous font directement apparaître ça. Ça va et toi? C'est le feu, c'est un truc de fou. J'ai passé toute ma soirée d'hier, franchement, je me suis arrêté vraiment à 23h, et je vous promets que c'est vrai, parce qu'il y a tellement de trucs et je pense qu'encore je vais continuer à poncer le truc.
Donc, nouveauté ultra intéressante que je vous disais, la possibilité d'avoir un historique et de comparer les changements. Donc, si je vois cette petite vue-là, ce que je vous expliquais, c'est que j'ai rajouté un texte Toto ici et j'ai changé le visuel d'ici. Dès lors que je vais cliquer en fait sur ma vue que j'ai envie d'intégrer, ici vous pouvez voir qu'il me dit que ça a été édité il y a 12 heures et je peux comparer les changements avec ce petit bouton, enfin ce petit label vert en haut à droite. Je clique dessus et là il me charge une popine et magie, il me fait une vue en fait. Alors sur la partie de gauche, on a tout l'historique des changements. Donc là, il n'y en a qu'un, bon voilà, mais normalement il y en aurait plus. Et ici, il me liste quel layer a été changé avec, alors je peux zoomer un petit peu, vous voyez, donc j'ai une vue comparée un peu de ma maquette avec le avant et le après. Et en fait, dès lors que je survole ou même que je clique, il va directement me focus les changements qui ont été faits. Donc on peut voir ce texte, il y a effectivement eu un changement, j'ai rajouté Toto et cette image, je l'ai effectivement changée. Et si jamais je reste en vue dézoomée et que je ne clique pas, je peux quand même au survol, vous voyez, il y a une espèce de petite border qui apparaît. J'ai aussi la possibilité de faire ça en vue overlay, c'est-à-dire que là je fais une vue comparative, mais je peux aussi faire une vue overlay, c'est-à-dire qu'il va superposer en fait mes deux calques, l'avant et l'après, et ensuite je peux, vous voyez comme ça, faire jouer un peu avec la petite réglette pour dire est-ce que je veux plutôt faire apparaître la nouvelle version ou plutôt l'ancienne version. Et pareil, je peux toujours cliquer en bas pour aller voir directement, aller directement d'un changement à l'autre. Et donc là, vous voyez, hop, si je fais disparaître, apparaître, vous voyez qu'il y a non seulement le titre ici, qui apparaît, disparaît, et pareil ici, le petit visuel, on voit l'avant-après. Donc si vous êtes au milieu, techniquement, vous aurez un merge des deux visuels, et puis vous aurez un Toto à 50%, quoi. Donc overlay, je ne sais pas si vous en aurez l'utilité ou pas, ou side by side, ça va être vraiment très propre à chaque utilisation, je pense. Et surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous avez tout l'historique. Donc là, il n'y a qu'un seul changement parce que j'en ai fait qu'un. Mais vous pouvez voir que si, par exemple, ici, je reviens ici, je fais une petite... Alors, il faut que je repasse du coup en mode... Alors ça, il faudra prendre le pli de reprendre en mode designer et que je fais Tata à la place. Ok, voilà. Vous pourrez voir que quand je passe en mode dev, le développeur ou la développeuse qui arrive ici va pouvoir voir qu'il y a eu un nouveau changement, edited a minute ago, et je peux comparer mes changes, et là je vais avoir une nouveauté encore avec mon profil, donc on peut voir que c'est moi qui ai fait le changement. Et on va voir normalement la petite nouveauté, voilà, sub-headline, on est passé de Toto à Tata. Voilà. Un Toto à 50%, ça fait tôt, exactement. C'est exactement ça. Salut Jérémy, comment ça va? On peut rollback une version? Je vois pas de bouton pour. Alors ça, très bonne question. J'ai pas testé. J'ai pas testé, mais de base, dans Figma, en théorie, tu peux faire des rollbacks. Quand je suis en mode éditeur. Alors attends, ça va être du test live parce que je suis quasiment sûr de mon truc, mais pas à 100%. Il me semble que... attends, c'était à quel endroit? Il y a un endroit où on peut normalement voir tous les changements. Attends, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Local variable. Il me semblait que sur le côté, on avait un truc genre historique. Attends, je vais faire un test sur un autre fichier, histoire de ne pas faire des conneries. Et on reprend juste après la démo. Donc si par exemple ici, je vais faire une frame, imaginons, je vais prendre un desktop MacBook. Voilà. Je vais faire un petit truc comme ça. Hop. Voilà. Et puis je vais faire un petit titre. Ok. S'en fout, c'est pour la démo. Et là, il me semblait... Après, ils ont refondu un peu l'interface, donc je suis un peu perdu, mais je suis quasiment sûr qu'on avait un truc sur le... on avait un truc sur le côté, en tout cas sur l'ancienne version. C'était par là où on pouvait effectivement... à moins qu'il l'ait mis ici. Ah, c'est ça. Show version history. Show version history, et ici, tu as toutes les historiques. Donc, si jamais je reviens sur mon petit fichier, est-ce que je peux le voir ici? Donc, effectivement, quand tu cliques sur le nom de... Tu as une petite flèche, en fait, là, en haut. Show version history. Et là, voilà, tu as des autosaves qui se font. Donc, ça, c'était déjà le cas. Il me semblait bien, j'étais quasiment sûr de mon coup, que tu peux effectivement rollback des versions. Tu as juste à cliquer dessus. Et il va te la présenter. Puis après, tu peux la garder ou pas. Voilà, viewing 9h19.
Et hop, moi je reviens sur la current version pour pas avoir de soucis. Donc ça, c'était déjà en place. Par contre, là où c'est intéressant, c'est surtout au niveau de la collaboration par rapport aux développeurs. C'est-à-dire que dans cette fameuse vue, alors là je vais cliquer mon version history, dans cette fameuse vue de dev, les personnes qui vont développer vont directement voir en fait les modifications qui sont faites. Ils n'ont pas besoin d'appeler un tel, ouais, qu'est-ce que tu as fait comme changement, machin. Ils voient directement en haut à droite que sur cette vue welcome, sur cette petite maquette, ça a été édité il y a 3 minutes et hop, ils peuvent comparer directement les changements. Donc ça, c'est plutôt cool. Je lis un peu vos commentaires. Mais même lui, Figma en lui-même est bien pensé sur cette nouvelle. Ouais, non, mais je suis d'accord, Timmy. Ils sont très très bons hein, sur ça. Hein. Sur la partie UX, franchement, ils sont très bons. Ok, du coup, ça aurait été cool de pouvoir le faire sur une partie uniquement quand on compare les deux. Ouais, tu veux dire genre un genre de merge, un peu comme on fait quand on est développeur, par exemple. Mais bon, après, voilà, là, il faut se dire que vraiment, cette vue comparative, c'est j'arrive en tant que développeur, je suis pas là pour designer, je fais zéro design, et je suis là pour prendre une maquette, voir ce qui se passe et comprendre un peu le délire, tu vois. Voilà. C'est le feu, ça n'a pas besoin de faire plusieurs maquettes pour sauver les anciennes versions. Ouais, alors après, voilà, fais gaffe quand même, parce que c'est des autosaves. Je crois que tu peux créer des sauvegardes de mémoire, mais ça, c'était déjà le cas. Hein. Vraiment, j'insiste là-dessus, parce que je sais que je ne l'ai pas sorti du chapeau. Cette notion d'historique, ça existait déjà. Et je crois que tu peux créer d'ailleurs des... je vais voir si, mettons, je vais ici. Est-ce que je peux... Un show version history... Ouais, et là, je crois que tu peux créer une version. Ouais, tu fais un plus et tu fais test historique, par exemple. Test historique, avec un petit descriptif si tu as envie. Tu save. Et effectivement, tu vois, tu as ton. Un peu comme un commit voilà, sur GitHub. Vraiment pareil. Enfin, sur Git. C'est vraiment le même principe. Plus le fait qu'ils font des versions auto-sauvegardées déjà de temps en temps. Et ça, d'ailleurs, je crois qu'une fois ou deux, ça m'avait sauvé, il me semble. Voilà, donc ça déjà, sur la partie dev en tout cas, cette vue comparative très très cool en mode développeur. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors, on a possibilité effectivement de linker vers l'extérieur, ça c'est hyper intéressant. Et on a d'ailleurs un système de plugin. Donc, quand on est dans cette vue de développeur, je vous rappelle, on a effectivement l'onglet Inspect ici à droite, dans lequel on a effectivement toute la partie inspection. On va dans Plugin et là, on a une palanquée je dirais, de connecteurs avec des services extérieurs, donc du GitHub, du Jira, du Storybook, etc., etc. Vraiment des plugins qui sont dédiés uniquement à la vue dev et pour les développeurs ou pour les personnes qui vont faire de la gestion de projet, mais pas, voilà, pas dans le cadre du design. On peut effectivement faire une recherche directement ici. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que par exemple, si vous avez, vous créez un design system ou vous avez par exemple comment dirais-je, une librairie de composants que vous maintenez par exemple avec du GitHub ou un Storybook ou un truc comme ça, vous pouvez, alors ça c'est un peu l'exemple qu'ils ont donné ici, par exemple, si je clique effectivement sur j'ai un composant, vous pouvez le voir en bas à gauche qui s'appelle Primary Nav. Je peux aller directement au composant parent. Alors là, ça va pas marcher parce que je l'ai déjà fait. Si, on remarque, voilà, je vais au composant parent et là, je peux lui linker un lien GitHub. Donc, je l'ai fait hier. J'ai mis un petit lien GitHub et si effectivement je retourne à mon instance, on peut voir que dès lors que je vais cliquer, que je vais consulter en fait mon composant là où il est utilisé, j'aurai toujours ce petit lien GitHub. Je clique dessus et hop, en fait, voilà ce qui va m'ouvrir directement le lien GitHub que. Alors attendez. Vous l'avez pas vu parce que ça s'est ouvert sur l'autre écran, mais attendez, peut-être que je sais pas si ça peut marcher. Tac, je clique dessus. Ouais, non, à chaque fois ça s'ouvre sur mon écran que vous voyez pas, mais en gros voilà ce qui m'a ouvert, c'est le petit lien que j'y ai mis dedans. Voilà. Donc là j'ai mis un lien GitHub random, mais dans les faits normalement en fait vous allez prendre votre composant ici et vous allez lui mettre par exemple toute sa documentation Storybook. Vous pouvez directement la lier ici. Ou vous pouvez par exemple mettre un ticket Jira en lien dessus en disant il y a tel truc à débugger, etc. Enfin voilà, vraiment il y a tout un tas d'intégrations. Vous pouvez paste des links à cet endroit-là. C'est hyper intéressant pour avoir de l'information directement liée à ce composant. Et puis cette partie plugin, hyper intéressante, avec un plugin qui est complètement incroyable qu'ils ont sorti pour les personnes qui utilisent VS Code. Donc je vais vous montrer ça juste après.
Mais sachez que vous avez toute une palanquée effectivement de plugins additionnels pour pouvoir faire des connexions extérieures. Alors avant de montrer le plugin VS Code, est-ce que j'avais des oublis? Je me suis fait des petites notes parce que j'avais peur d'oublier pas mal de choses. Tac tac tac. Donc sur le dev mode, donc le ready for dev, je vous en ai parlé. Les infos qui apparaissent au over, je vous en ai parlé. Clique sur un composant, détail du composant, ça je vous en ai parlé aussi. Et la vue de comparaison, je vous en ai parlé aussi. Donc c'est bon, ça j'ai pas oublié. Donc le fameux plugin qui a aussi beaucoup fait parler vis-à-vis de VS Code. Donc j'ai essayé de le tester, j'ai pas réussi à faire le fonctionner. Je crois qu'il y a un truc dans ma config qui foire, mais tout ce que j'en ai lu, je pense que ça doit être relativement fonctionnel. Le mieux que je puisse faire là pour le moment, c'est vous montrer une petite vidéo qui va vous expliquer effectivement en quoi est-ce que ce plugin est assez badass. Voilà, c'est cette vidéo. Donc en gros, ce qu'ils ont fait, vu qu'il y a des plugins dédiés, enfin des plugins Figma dédiés développeur mode, ils ont aussi développé un plugin côté VS Code qui va vous permettre d'avoir, alors on peut le voir ici, en fait c'est une vidéo sur Twitter d'une personne qui est présente et qui assiste à la démonstration. Donc si on regarde là en fait, dites-vous qu'on est dans un éditeur VS Code, hein, on est dans VS Code. Et en fait, une fois que vous avez activé ce plugin, vous pouvez directement en fait avoir une vue de votre Figma à l'intérieur, exactement comme vous avez votre tab dans lequel vous développez, et sur la droite, tout ça dans le même environnement, vous avez une vue de Figma. En mode dev, ok, donc ce qu'on vient de voir en fait, vous avez directement accès à ça. Et autre chose ultra intéressante, c'est que en fait, alors je sais pas comment est-ce qu'ils font, est-ce que c'est des sockets ou je sais pas comment ils font, mais ça va ouvrir en fait une connexion entre votre Figma et votre VS Code, et vous allez avoir directement de l'autocomplétion à l'intérieur de votre design. Ce qui veut dire que alors on va voir la démo, c'est beaucoup plus parlant. Donc dans la démo ici, vous voyez, ils vont là je sais pas ce qu'ils disent, on s'en fout. J'ai effectivement tous mes composants ready for dev. Je veux commencer à intégrer. Alors là, il y a un panneau. Alors, malheureusement, j'ai pas pu le tester celui-là parce que j'ai pas réussi à le faire tourner sur ma machine, mais bon, peu importe. Il va cliquer donc effectivement sur une maquette. Il va avoir accès à tout un tas d'informations de style CSS, etc., etc. Et ensuite, il va rentrer dans son éditeur de code. Il va vouloir commencer à intégrer, par exemple, ce petit composant là, cette espèce de card. Vous voyez, c'est une espèce de card avec un titre, etc. Et donc, il va le sélectionner dans. Là, on est toujours dans VS Code, hein, mais on a une vue en fait de notre Figma. Et en fait, il va passer sur la vue de gauche. Il va créer une classe et il va y avoir directement l'autocomplétion. Vous pouvez voir en fait dans l'autocomplétion qu'il y a bien marqué Figma avec des classes, et donc en fait le naming est directement synchronisé finalement, hein. Le nom qui est défini dans Figma va ressortir dans votre code CSS. Ok, donc lui il va dire par exemple je veux des informations concernant ce bloc-ci, et en fait il va créer sa classe, et là VS Code va lui suggérer en autocomplétion toutes les propriétés CSS qui sont sorties d'ici. En fait, qu'on peut voir ici, qu'on pourrait voir normalement sur une vue Figma. Quand vous cliquez dessus, vous avez accès à toutes les propriétés CSS, là, directement dans votre VS Code. Donc, il a juste à faire un tab, et boum, voilà, il y a toutes les propriétés qui sont apparues. Display flex, position relative, padding avec directement des variables CSS. Enfin, tout est déjà préfet en fait. Il y a que dalle à faire quoi. Vraiment, c'est un truc de fou. La démo est hyper impressionnante. Donc, ce lien en fait et ce plugin, alors c'est pour VS Code pour le coup. Je sais pas si ce sera pareil pour les utilisateurs de JetBrains ou pas, mais en tout cas, côté VS Code, c'est déjà le cas. Vous allez avoir directement la possibilité d'avoir un lien avec votre Figma. Et là où c'est intéressant, c'est que tous les namings vont être les mêmes. Donc si par exemple votre designeuse a nommé cette image img-main, vous allez pouvoir récupérer la classe CSS img-main directement à l'intérieur et être synchro de façon parfaite, quoi. Donc ça j'avoue que ça m'a pas mal soufflé, cette petite intégration, voilà. J'ai pas pu la tester, donc je pense qu'il doit y avoir beaucoup de choses encore que j'ai pas trop vu sur ce plugin VS Code. Mais déjà d'avoir une vue directe, ça veut dire que les développeurs et développeuses n'auront même pas besoin d'ouvrir Figma. Ils pourront directement aller à l'intérieur et voir en fait tout ce qu'on fait avec la bonne vue, à la vue dev. Ils pourront voir directement toutes les informations dont ils ont besoin, et pas s'embêter avec autre chose ou avoir installé un Figma ou ouvrir dans un navigateur ou autre. Donc ça, véritablement, je trouve ça incroyable. Ce petit plugin Figma VS Code, très très impressionnant.
Ça va les amis? Je suis désolé, je parle beaucoup, hein. J'ai plein de trucs à vous montrer, donc voilà, je suis assez hypé par tout ce qui s'est passé. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'arrêter, surtout, parce que moi je parle, mais voilà, il y a peut-être des choses sur lesquelles je vais un petit peu vite. N'hésitez pas à m'arrêter là-dessus. Ce petit article est hyper intéressant aussi. Ouais, je m'avais été mis de côté parce que en fait, ça résume, je crois, justement toute la partie dev mode. Je vais peut-être vous le mettre. Je vais vous le mettre directement dans le chat. Voilà, si jamais. C'est un article qui est hyper bien fichu et qui résume un petit peu tout. D'ailleurs, je regarde si j'ai pas oublié des trucs. Coding faster. Non, mais là, je pense que j'ai à peu près résumé toutes les spécificités du dev mode. Tac, Figma for VS Code, ouais c'est bon, j'ai à peu près résumé tout. Donc là, on a vu un petit peu toute la partie dev mode qui fait partie vraiment des grosses nouveautés. Donc vous voyez, si on doit un petit peu résumer, retenez ça. Cette vue dédiée développeur, cette partie ready for dev qui est hyper intéressante pour pouvoir après aller indiquer que c'est prêt à être développé et qu'on puisse aller d'une vue à l'autre directement. La partie intégration des plugins aussi qui va être super intéressante avec une extension, enfin des extensions qui vont permettre de s'ouvrir sur le reste. Vous voyez ici par exemple on a un exemple avec Jira, donc on a un plugin Jira, PIM, on peut l'activer et une fois qu'il est en place, on peut directement créer des issues depuis Figma, donc ça c'est cool. Ok, et ce fameux plugin Figma to VS Code qui va vraiment permettre de faciliter la vie et en termes de workflow ça va être vraiment génial, surtout au niveau de l'autocomplétion, avoir directement en fait l'autocomplétion et appliquer tous les styles d'une carte sans avoir à faire grand chose. Je pense qu'il faudra quand même modulo le fait qu'il faudra bien vérifier que le code est propre, etc. Mais enfin c'est quand même, en général ça fonctionne plutôt bien. Je bois un coup d'eau et j'enchaîne sur la suite. Dites-moi en commentaire déjà ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des utilisations que vous trouvez peut-être trop gadget ou est-ce que ça vous paraît plutôt pertinent? Alors, autre chose dont je voulais parler. Non, c'est parfait. Bah écoute, si ça te plaît, c'est tant mieux, c'est tant mieux. Bon après voilà, il faudra effectivement voir, je pense, au fur et à mesure de qu'est-ce qui vraiment va être utile dans votre workflow. Il y a peut-être des choses que vous ne prendrez pas et d'autres au contraire que vous prendrez. Mais sachez que, enfin, malheureusement, moi, j'ai pas d'expérience. J'ai attaqué, enfin, en matière de design, je suis passé à une époque, je faisais un peu sur, enfin, et encore même pas, je faisais sur Photoshop. Non, même pas, parce que quand j'ai commencé le dev, vraiment, je faisais que du dev. Mais quand j'ai commencé sérieusement à me mettre sur du design, j'ai d'entrée attaqué sur Figma et je pourrais pas comparer du coup avec des XD ou des Sketch, mais franchement, ils sont quand même assez impressionnants, Figma, et t'as vraiment la sensation qu'ils cassent le game, quoi, vraiment, hein. À chaque fois qu'ils font des grosses sorties comme ça, voilà, ça correspond à des usages, etc. C'est plutôt cool. Plus aucune raison pour que les agences ne veuillent pas travailler sur Figma. Ah, il y en a encore, Timmy, hein, sache qu'il y en a encore beaucoup. Allez, on enchaîne avec la deuxième grosse nouveauté. Deuxième grosse nouveauté du coup de toutes ces annonces. C'est le lancement des fameuses variables. Les variables du coup qui débarquent sur Figma. Alors les variables Kezako. Donc, est-ce que j'ai mis... Je vais prendre mes petites notes pour pas oublier quoi que ce soit. Donc les variables, je crois que j'ai préparé... Ouais, j'avais préparé une petite démo, c'est ça. Ça va être un système ultra intéressant. Donc je vais créer un nouveau fichier pour vous montrer ça. L'idée c'est que vous allez pouvoir directement définir vos éléments, on va dire, de base, les variabiliser un peu comme on fait dans du dev. Donc en fait, quand je crée un nouveau fichier, ici, vous pouvez voir que j'ai accès à un nouveau panneau qui s'appelle Local Variable. Donc je vais l'ouvrir. Donc, voyez ça un petit peu comme un dérivé de ce qui existait déjà, les styles. Donc, vous savez, ici, là, les styles locaux, on peut créer des styles type couleur, définir sa couleur. On peut faire pareil avec des effets, des grilles, des textes, etc., etc. Là, ils ont introduit donc cette nouvelle version qu'ils appellent des variables. Donc, une variable va... D'abord, la première chose, c'est qu'une variable va être définie au travers de ce qu'ils appellent une collection.
Donc j'ai une collection 01, je peux la renommer, je peux l'appeler par exemple couleur ou color scale par exemple. Donc voilà, je vais définir toutes mes couleurs ici. Et en fait, je vais pouvoir donc créer effectivement des variables. Ça fait vraiment penser au style, vous voyez, ce qu'ils appellent des tokens en fait, hein, des tokens, donc vraiment des éléments de base. Donc ça va être ma couleur primaire, ma couleur secondaire, etc., etc. Donc on va commencer à en créer une pour que vous compreniez un petit peu l'intérêt. Quand je crée une variable peut avoir plusieurs typologies, plusieurs types. Une variable peut être une couleur, ça peut être un nombre, ça peut être une chaîne de caractères ou ça peut être un booléen, donc vrai-false, d'accord? Enfin, vrai-faux, pardon. Donc, voyez une variable un peu comme, on va dire, un élément que vous allez stocker et que vous allez définir une fois pour toutes et que vous pourrez utiliser après partout dans tous vos designs, exactement comme un style qui existait jusqu'alors. Donc, si je commence à créer ma variable couleur ici, par exemple, je vais avoir accès à une espèce de petit panneau comme ceci. Attendez, il faut que je me remette en mode concentration. Voilà. Je vais avoir accès à un petit panneau ici que je peux passer d'ailleurs en mode autonome si j'en ai l'envie. Et je vais pouvoir donc ici définir une couleur. Donc on va par exemple dire je veux une couleur de background. Ok. Et donc ma couleur de background, je vais la définir. Je vais mettre une espèce de gris clair comme ceci. Là où c'est intéressant, c'est que non seulement je vais pouvoir créer plusieurs variables, donc par exemple ici en dessous, je vais créer une autre couleur, je vais l'appeler texte par exemple, enfin content par exemple. Donc content, ça sera mes couleurs de texte par exemple, je vais la définir en noir, ok. Sauf que ce qu'on peut voir, c'est qu'on est dans le cadre d'un tableau. Et donc, qui dit tableau dit des lignes, mais dit aussi des colonnes. Donc je peux rajouter ici une colonne. Alors attendez, il faut que je passe. Tac, 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 je vais mettre ça. Je vais mettre ça ici. Voilà. Je reprends. Voilà. Donc, j'ai effectivement créé une ligne background, j'ai défini la couleur. Une autre variable content, je définis la couleur. Et là, je vais pouvoir rajouter aussi des colonnes. Et donc, en fait, vous pouvez voir que pour chacune de mes variables, background et content, je peux en fait définir des variations de cette couleur. L'exemple classico-classique dans lequel ça va être hyper intéressant, c'est si par exemple vous designez des maquettes voilà, des maquettes de sites web ou d'applications mobiles et que vous voulez faire une version dark mode et light mode. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais dire ça c'est mes couleurs light. Donc mon background quand je suis dans mon light mode, ça sera cette couleur et mon content ça sera cette couleur. Et ensuite quand je suis en dark, hop, ben là pour le coup mon background, vu que je veux faire une version foncée, ça va être un peu le contraire, il va être beaucoup plus foncé comme ceci, et au contraire mes typos elles vont être beaucoup plus claires comme cela. Ok. Sachez que le système qui existait jusqu'alors de slash pour pouvoir imbriquer existe toujours. Donc si je veux faire un background slash main, c'est ce que je faisais avant sur les styles. Si je fais entrée, il va effectivement me mettre une entrée background et à l'intérieur des backgrounds, je vais avoir mon main, mon secondary, etc. etc. D'ailleurs, je ne vais pas l'appeler main, je vais l'appeler primary plutôt. Primary, voilà. Donc content c'est pareil, si jamais je veux faire un espèce de un dossier puis enfin classer un peu mieux, je peux dire ça c'est mes contents et ça va être mon content primary. D'accord, je vais créer une autre variable de couleur, je vais l'appeler content secondary. Oula. Voilà, donc là il va bien me le classer sous content. Donc en light mode, mon secondary il va être comment? Imaginons qu'il va être, je sais pas moi, un petit peu plus grisé comme ceci, voilà, un peu plus clair. Et, et en dark mode, du coup, ça sera un blanc légèrement cassé. Voilà. Et pareil, je peux faire mon background secondary et définir toutes mes couleurs comme ceci. Donc, ok, j'ai défini mes variables. Maintenant, reste à les faire fonctionner. Donc, je vais créer par exemple un petit bouton. Donc, ça va être mon super bouton. Ok, je vais le mettre à l'intérieur d'un petit auto layout. Je vais mettre un peu d'espace. Et donc là, je vais affecter ma couleur de fond ici, comme on faisait d'habitude, c'est-à-dire qu'on avait accès au style. Vous pouvez le voir là, tout ce qui est cercle. Alors attendez, peut-être que là vous voyez rien du tout. Hop, je vais mettre comme ça. Bref, je sais même pas. Je vais mettre en plein écran, vous verrez mieux.
Donc vous avez les styles classiques, mais ici vous pouvez voir que vous avez accès effectivement à mon background primary que j'ai défini. Donc je le définis ici et je vais dire pareil pour mon texte. J'aimerais que la couleur ce soit le content primary que je t'ai défini dans mes variables. Ok. Et ensuite je vais mettre, alors du coup ça serait plutôt une carte en fait. Genre mon super titre. Ok. Et là ça va être un titre secondaire. Hop. Lorem ipsum. Tac. Et lui, pour le coup, je vais lui dire, tu vas avoir une couleur, prendre ma couleur secondaire. Ok, donc là, j'ai ma petite card. Bon, elle est bien moche, mais on s'en fout, c'est pour la démonstration. D'ailleurs, peut-être que je peux le faire un peu plus long. Tac. Et je vais lui dire, tu as une largeur fixe, par exemple, de 300. Et toi, tu vas filer ton container. Voilà. Là, ça, c'est ma card. Ça va être ma card. Je peux le mettre à l'intérieur d'une section. Ok. Voilà. Et donc là, ça va être ma carte de base principale, en fait, qui va être dans mon mode. Alors, il faut que je lui définisse ici. Au niveau de ma section, je vais pouvoir lui dire, en fait, le contexte, en fait, dans lequel on se trouve. Donc ici, si jamais... Alors, attendez, que je dise pas de bêtises. J'ai défini mon composant, je lui ai affecté mes variables, donc je dis le fond c'est un background primary, le titre c'est un content primary et le texte en dessous c'est un content secondary. Ok. Dans ma section, voilà, je vais pouvoir au niveau de mon layer lui dire en fait, ok, dans mes couleurs, est-ce qu'on est en light mode ou en dark mode? Donc on lui dit ici on est bien comme tu l'as défini en light mode. À partir de maintenant, et c'est là qu'on va voir toute la puissance en fait des variables, je vais pouvoir créer, on va imaginer donc que ça c'est ma version light, ça c'est ma maquette en version light, je vais pouvoir dupliquer ça et lui dire celle-ci c'est la version dark. Donc je la nomme en dark et au niveau de ma section, je vais lui dire cette fois-ci, on n'est pas, mon color scale, on n'est pas dans un contexte light mais dans un contexte dark. Et là, il va automatiquement, alors attendez, c'est foncé parce que ça c'est mon petit fil, voilà. Et là, il va automatiquement en fait adapter tout mon composant en fonction des valeurs que j'ai définies. Et là où c'est assez puissant, c'est qu'il va automatiquement, si par exemple je veux réutiliser ce composant-là, je vais le dupliquer. Hop, attendez, je vais le dupliquer. Dès lors que je vais passer dans ma section dark, il va prendre en considération le contexte et regarder directement s'adapter. Et ça, c'est également extrêmement puissant, puisque ben, voilà, c'est un truc dont on n'avait pas conscience. Vous allez vraiment pouvoir définir dans vos sections dans quel contexte on se trouve. Est-ce qu'on est, mettons, là, dans mon cas, c'est light dark, et utiliser vos composants et directement, ils vont s'adapter, en fait. Vous voyez? Et ça, j'ai trouvé ça assez impressionnant, le fait de pouvoir comme ça, directement, voilà, avoir rien de plus à faire. J'ai fait une petite démo d'ailleurs ici, un petit peu plus poussé où j'ai effectivement créé un composant bouton. Pareil, donc bah, c'est la même chose, j'ai mis une couleur de texte, une couleur de fond, mais je suis allé un petit peu plus loin au niveau des variables, puisque comme je vous l'ai dit, vous pouvez créer des couleurs, mais vous pouvez aussi créer, des textes, vous pouvez créer, voilà, vraiment au niveau des variables, il y a plusieurs typologies, on peut le regarder ici. Quand je crée une variable, ça peut être une couleur, donc hexadécimale, ça peut être un nombre, ça peut être un texte, voilà, et un booléen. Et donc, qui dit texte dit qu'on va pouvoir, par exemple, gérer des traductions. Ça peut être un truc hyper intéressant. Et c'est ce que j'ai fait ici. J'ai créé un bouton, j'ai fait une version en anglais, une version en français, une version en espagnol, ok. Et ensuite, j'ai fait une version light mode, dark mode, et j'ai également appliqué un border radius avec plusieurs variations. Donc, un qui est, par exemple, très accentué, moyennement accentué, etc. Et là, vous voyez que j'ai toutes mes variables en fait qui sont ici. Si jamais je duplique ce contenu, je passe à cet endroit-là, on voit bien que je suis dans cette version-ci en anglais. Si jamais je vais, mettons, dans ce contexte-ci, hop, il a automatiquement traduit en français, puisque celui-ci, en fait, cette section, j'y ai défini que la traduction, elle était en FR. Il a automatiquement traduit en FR. Il a appliqué le bon fond. Enfin voilà, il adapte vraiment tout en fonction du contexte que vous lui définissez.
Donc ça, c'est ultra puissant. Ça veut dire que à partir de là, on va pouvoir faire énormément de choses à partir de ces variables-là et pouvoir en fait décliner, faire toutes les déclinaisons extrêmement facilement, juste en dupliquant en fait votre section et en disant, ben là, dans ce contexte-ci, on est dans une maquette, mettons light mode, en français, en anglais, etc. Et puis voilà, définir toutes vos variables en fait en fonction de ça. Donc ça, c'est ultra puissant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Quand vous définissez au niveau de vos variables locales, quand vous allez définir justement typiquement des nombres par exemple, donc je crée une variable nombre que je peux appeler, je sais pas moi, espacement, genre voilà, espacement. Je vais lui définir par exemple le nombre 4 et 8. Bon, je sais pas pourquoi je ferais ça, mais peu importe. J'ai accès ici aussi, je peux au niveau de la variable dire à quel endroit est-ce que mes variables vont pouvoir être appliquées. Est-ce que je veux pouvoir les appliquer partout ou uniquement, mettons, pour du radius, uniquement pour les widths et les heights, pour les gaps, etc., etc. Donc je vais pouvoir vraiment affiner. Ça, c'est hyper intéressant, notamment pour les équipes design system, je pense, de pouvoir énormément affiner sur l'utilisation en fait que je veux de mes variables que j'ai définies. Sur la partie nombre, je n'ai pas spécifiquement montré, mais sachez qu'effectivement, je crée, mettons, un carré, je vais pouvoir, à l'intérieur de tous mes nombres, vous voyez qu'il y a un petit logo, alors c'est très léger, hein, mais vous verrez quand vous testerez, que ce soit les widths, les heights, les border radius, etc., je peux directement accéder, donc si je le fais par exemple sur mon border radius, je peux directement définir quelle est quelle variable je vais appliquer. Ce qui fait qu'à partir de là, je vais appliquer non plus un chiffre absolu, mais vraiment une variable. Et donc, ben voilà, et à partir de là, c'est automatiquement linké. Donc ça, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer? Je prends mes notes. Alors, couleur, texte, voilà, système de traduction booléen, etc. Donc ça, je voulais montrer aussi le scope. Donc c'est ce qu'on on appelle ça du scope de variable. C'est le fait effectivement de définir une variable de type, par exemple, un nombre ou autre, et de dire dans quel contexte est-ce qu'elle peut être appliquée. Pareil pour les couleurs. Les couleurs, on va pouvoir dire, ok, ma variable elle peut être uniquement pour un fil ou uniquement pour un stroke, c'est-à-dire une bordure. Je vais pouvoir aller relativement fin à ce niveau-là, quoi. Et lui définir son scope donc. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Il y a tellement de trucs, je sais pas si on aura le temps de tout montrer, mais bon, peu importe. Ouais, on va continuer du coup sur une autre. Donc, les variables ultra puissants, comme le mode dev, mais vraiment les variables. Alors, moi, j'arrive pas bien encore à discerner. Est-ce que du coup, sémantiquement et au niveau de l'utilisation, ça va être la même chose qu'un style, par exemple, ou est-ce que ça va être complémentaire, etc. Voilà, il y a quand même quelques tests que j'ai fait où j'ai pas encore trop bien compris comment est-ce qu'ils allaient imbriquer et faire vivre ensemble les styles et les variables, ou est-ce que c'est l'un qui vise à remplacer l'autre? Je ne sais pas. J'ai pas encore tout bien pigé, ça je pense que c'est à l'usage qu'on verra. Tac. On va passer du coup à une autre nouveauté de Figma qui est donc sortie. Je regarde rapidement au niveau des variables. Ouais, ce tableau est hyper intéressant justement. Vous pouvez voir effectivement un espèce d'exemple complètement, enfin beaucoup plus exhaustif que ce que je vous ai montré. Où effectivement ils ont développé toute une collection. Alors, comme je l'ai dit, on parle de collection, c'est-à-dire que là, quand vous créez des variables, moi j'ai fait ma color scale, mais je peux, par exemple, j'en ai défini une qui était number, ok. Ensuite, j'ai créé une autre collection, translation, et là dedans, ben, c'est ici que j'ai mis toutes mes traductions, vous voyez. Donc vous allez pouvoir comme ça classer. Yes, ça roule, Atomy, à plus tard, merci. C'est comme ça d'ailleurs que moi j'ai classé. D'ailleurs, je vais reclean un peu parce que là, celle-ci, je pense qu'elle a plus trop de sens. Hop, voilà. J'ai vraiment classé en collection. J'ai fait toutes mes couleurs dans une collection. Ensuite, j'ai fait toutes mes nombres, on va dire, dans une autre collection. Et puis, toutes mes traductions dans une dernière, dans lequel là, c'était plutôt des variables de type texte. Et donc, j'ai fait anglais, FR et espagnol. Petite chose d'ailleurs que je tiens à vous signaler.
C'est pour ça que je sais pas trop encore si ça va être remplaçable par les styles ou pas, mais j'ai détecté, donc moi je suis en version payante, mais c'est la première, parce que je crois qu'il y a une version entreprise qui est au-dessus. Sachez que vous pouvez faire jusqu'à 1, 2, 3, 4 variables, et si vous faites plus après, vous devez passer en mode entreprise. Voilà. Mais voilà, dans mon plan actuel qui est le professionnel, je n'ai droit qu'à 4 variables, enfin 4 variations, on va dire, par variable. Donc ça, c'est un truc que je trouvais un peu bof bof, mais c'est peut-être aussi parce que moi je l'ai mal utilisé. Peut-être qu'en réalité, c'est surtout pour la partie light mode, dark mode. Mais après, je me dis, une boîte qui peut-être a un site avec 4 langues ou 5 langues, par exemple, ben, elle va se faire avoir. Ça ne sera pas possible de tout traduire. Mais bon, voilà. Donc voilà, ce petit système de collection, ça c'est pareil, hein, n'hésitez pas à les tester, c'est hyper intéressant. Et donc vous pouvez voir un exemple plus complet qui est présenté par Figma, dans lequel on a une vue. Et donc eux, ils ont classé, alors ils ont mis des surfaces. Surface, je pense que c'est les couleurs de background, les spacing, les radius, les textes, les borders, etc. Et puis tout est défini en light mode, en dark mode. Est-ce que j'avais d'autres trucs que je voulais vous partager? Donc ça, les scopes, je vous en ai un petit peu parlé. Voilà, donc je vais beaucoup parler, mais sachez que vous pourrez revoir le replay plus tranquillou, hein, si jamais vous avez du mal à tout suivre. N'hésitez pas. Autre grosse nouveauté du coup qui est sortie, ça va être sur la partie prototypage. Donc la partie prototypage et prototype, c'est tout ce qui est animation finalement, que vous connaissez j'imagine. Qui est aussi ultra intéressante. J'ai fait une petite démo ici. Donc là où ça va être intéressant, c'est que les prototypes vont avoir accès au système de variables. Donc vous pourrez en fait, selon des actions utilisateurs, donc encore une fois, je rappelle, le prototype, c'est j'ai fait mes designs, j'ai envie d'animer ma maquette pour que mon client voit le rendu final. Donc vous avez accès à l'onglet prototype et donc à partir de là vous pouvez animer un petit peu toutes ces maquettes. Donc dans la partie prototypage, ils ont donné accès aux variables, ce qui est hyper intéressant, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, selon certaines actions utilisateurs, je sais pas moi, au clic, au hover, etc., modifier par exemple, vous pouvez modifier comme ça à la volée je dirais des variables et surtout la valeur associée à une variable. Donc en quoi ça va être intéressant, je peux vous montrer un exemple très précis, mais avant de vous montrer l'exemple, sachez qu'ils ont rajouté une petite feature hyper intéressante. D'habitude, quand vous êtes en mode prototype et que vous devez play, voilà, vous devez cliquer sur play et il vous ouvre un nouvel onglet pour tester votre prototype. Là, ils ont rajouté une nouvelle fonction qui est la preview, et donc c'est accessible en faisant Shift Space, d'accord. Donc c'est la touche maj, on va dire, et espace, et comme ça, vous avez directement la preview en mini. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir un nouvel onglet. C'est vrai que ça, c'était pas spécifiquement pratique. Là, vous pouvez faire votre preview de prototype directement. Vous faites un Shift Space et c'est bon, vous avez directement votre prototype. Donc, ça, c'est plutôt très cool. Comme je vous ai dit, donc, on a accès aux variables et on va pouvoir éditer nos variables en fonction des actions. Donc, je vous ai fait un petit exemple que j'ai trouvé en fait sur Twitter. J'ai vu quelques exemples et du coup, j'en ai pris un, je l'ai reproduit. Pas aussi bien, mais voilà, je l'ai reproduit vite fait pour que vous ayez un peu les notions en tête. Ça prend en compte ton device ou la taille de ta frame, ça prend en compte en fait ce que tu l'as défini au niveau de ton prototypage. Là, dans mon prototype, je lui ai dit c'est un modèle Space Black. Voilà, il voit que, bon, après, il a plus ou moins automatiquement détecté parce que quand j'ai créé ma frame, en fait, je suis allé directement dans le format téléphone, mais c'est 100% éditable, je pense, hein. Donc, si par exemple tu veux plutôt le regarder dans un Mac, ça n'aurait pas tellement de sens, mais pourquoi pas. Théoriquement, tu dois pouvoir, je pense, attends, voilà, quand tu cliques à part, tu peux dire ben, ma preview, en fait, je veux qu'elle soit dans un autre device. Donc, en fait, il va se baser sur le device que tu as défini au niveau du lancement de ton prototype. Moi, c'est un Space Black iPhone 14 Pro. Voilà. Donc, quand je fais Shift espace, hop, il va directement me l'ouvrir. Et donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est que le prototypage permet de changer, en fait, d'éditer des variables. Donc c'est ultra intéressant, c'est-à-dire que là par exemple ce que j'ai fait c'est que j'ai défini ma couleur de fond en fonction d'une variable couleur que j'ai définie, et quand je clique sur les différents, ça va directement aller éditer. Hop, vous voyez, je clique sur mes différents carrés de couleurs et en fait j'y ai dit j'aimerais bien que tu mettes cette couleur en fait directement en fond. Vous voyez, donc ça permet de faire des petits trucs un peu interactifs sympas.
Je vous laisse imaginer parce que là vraiment, dans les jours à venir, je peux vous assurer qu'on va voir passer des prototypes de fous furieux parce qu'avec tout ce qu'ils ont rajouté comme feature, et c'est pas du gadget, il y a des trucs vraiment hyper intéressants. Ça va ouvrir des grosses perspectives, mais je pense que dans les prochains jours, ça va être intéressant. Donc là, par exemple, je lui dis, ok, tu changes la couleur de fond. Et comme j'avais affecté la variable couleur à mon fond, et ben, du coup, on voit directement le changement. Pareil, j'ai fait un autre petit exemple que j'ai trouvé, c'est le fait de faire évoluer mon radius. Donc là, par exemple, j'ai un radius avec un bouton plus et un bouton moins. Et je veux faire évoluer en fait ce petit carré qui actuellement a un radius de 8. Si je fais un plus, il m'en rajoute un peu. Et vous voyez que le carré en direct en haut, son radius change parce que en fait j'ai défini la valeur radius ici, enfin dans une variable, je l'ai appliqué directement, je l'ai linké ici, je vous montrerai comment j'ai fait, et je peux faire évoluer avec mon prototype la valeur, le contenu de ma variable, et ça se fait automatiquement. Pareil sur la taille du carré, j'ai mis un 200, hop, et je peux la réduire, l'agrandir, et directement avoir mes petits trucs, voilà. Après, j'ai fait une popine, je savais pas que ça existait ça, mais bon, peu importe, c'était plus pour le kiff. Voilà, mais ça existait déjà apparemment. Autre exemple hyper intéressant que j'ai vu se passer sur le net, c'est que j'ai défini une variable de type texte, d'accord, qui est vide, d'accord. J'ai affecté cette variable du type texte dans mon champ, que vous pouvez voir ici. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, je pense que c'est bon. Donc j'ai affecté ma variable de type texte dans ce champ. Actuellement, elle est vide, c'est un texte vide. Et j'ai dit à chaque fois que je clique sur une lettre, tu vas en fait prendre le contenu de la variable actuelle et ajouter des lettres. Donc par exemple, si je fais A, B, C, voilà, je peux écrire des petits trucs comme ça. Et ensuite, j'ai fait un petit bouton effacer qui va venir effacer le contenu de ma variable, tout simplement. Tac. Ça va, vous êtes toujours en vie? Il n'y a pas grand monde qui parle, ça me fait un peu peur. Donc du coup, hyper intéressant. Je peux vous montrer du coup comment je l'ai fait rapidement. Donc effectivement, quand on passe en mode prototype, désormais, on peut donc rajouter une interaction. Bon, ça c'est quelque chose qui existait déjà. Donc j'ai créé l'interaction de tap, puisque là on est dans un mobile, hein, mais c'est l'équivalent du clic, on va dire, sur un site en web design. Et donc, au niveau du tab, je lui ai dit, tu vas aller setter ma variable, tu vas aller changer ma variable qui s'appelle background main et tu vas lui affecter cette couleur. Et j'ai fait ça pour chaque bouton. Hop, tu vas setter la variable background main et tu vas lui mettre la couleur verte, etc. etc. Pareil pour les textes qui sont présents ici. Je lui ai dit, au clic sur le bouton plus, tu vas aller set la variable. Et là où c'est hyper intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire des calculs. Donc ici, par exemple, mon radius, je lui ai dit, j'ai une variable radius dans laquelle il y a marqué, c'est un nombre, c'est une variable de type nombre, qui est égale à 8, et je lui ai dit, à chaque fois que tu vas faire un clic sur le plus, tu vas rajouter 8. Et lui, il va automatiquement calculer, il va dire, ok, ben, je rajoute. Je peux même insérer à l'intérieur voilà, toutes les variables que je veux, je peux mettre d'autres variables, etc. Et donc, je lui dis, tu prends la variable radius et tu la transformes en radius plus 8. Tout simplement. C'est juste une addition bête et méchante. On peut faire des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions. Donc sur la partie prototypage, c'est assez ouf. Cet accès comme ça je dirais, des variables est quand même assez intéressante. Le fait de pouvoir modifier comme ça des variables qui sont affectées à d'autres endroits et voir en direct en fait la chose évoluer, c'est plutôt cool. On est subjugué par tous ces images. Ah non mais je te dis pas Timmy, il y en a un paquet. Dernière chose sur la partie prototypage, hyper impressionnante, on va pouvoir faire aussi de la logique, on va pouvoir faire des conditions, et ça c'est aussi très impressionnant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui dire, alors j'avais un exemple, je ne sais pas si je l'ai gardé sous les yeux ou pas, peu importe. Je ne l'ai pas gardé là, je crois pas. Je peux peut-être rapidement voir si je le retrouve. Si je mets Figma conditions, pour que vous ayez une espèce de cas sous les yeux. Ah mince, Figma prototype condition. Est-ce qu'on peut voir des résultats ou pas? Sinon, je vais mettre, attendez, je vais mettre hashtag config. Sur le hashtag config 2023, il y a pas mal de choses, de gens qui publient, etc. J'en avais vu passer un qui était pas mal du tout.
qui montrait bien justement cette partie condition qui est hyper, enfin qui ouvre des grosses perspectives. Est-ce que je vais arriver à la retrouver? Rien n'est moins sûr. Bon, c'est pas grave. Tant pis, je vais pas la retrouver. Peu importe. Bon, pas grave, je vais quand même vous expliquer. Donc, en gros, la partie condition, comment ça se présente? Ça se présente que on peut lui indiquer des conditions exactement comme on ferait en dev, des if et des else. Donc, quand je clique par exemple sur le bouton plus, là pour le moment, j'ai dit tu vas setter ma variable radius et tu vas lui rajouter 8. Mais je peux aller beaucoup plus loin. Je vais faire un truc à part pour être plus clean. Je vais lui dire ok, sur le tap, tu vas aller faire ce qu'on appelle un conditionnel. Tu vas plus pas faire un set variable, tu vas faire un conditionnel. Et donc le conditionnel, ça va se présenter comme ceci, c'est-à-dire que vous allez dire si par exemple mon radius, alors je vais faire un exemple débile qui ne veut rien dire, hein. Si ma taille de radius est supérieure par exemple à 32, voilà, ça c'est ma condition. Alors, tu vas, je sais pas, tu vas par exemple ouvrir. Attends, tu vas naviguer vers une vue. Si jamais elle n'est pas supérieure à 32, dans ce cas, tu vas aller set une variable. Tu vas aller set la variable radius et tu vas lui rajouter 2. Voilà. Bon, ça ne veut rien dire, hein, ok? Mais sachez... coucou Charlie, comment ça va? Voilà, t'arrives en pleine démo Figma. Il y a eu énormément de nouveautés et là, je suis en train de tout présenter, mais il y a beaucoup de choses. Donc, je t'inviterai à voir le replay, évidemment, si t'as raté le début. C'est ultra intéressant. Donc effectivement il y a cette notion de condition. L'exemple que j'avais, yes, bah, parfait. L'exemple que j'avais en tête pour vous donner un exemple beaucoup plus précis, en fait, faut imaginer c'était une personne qui avait fait un petit bouton où en fait il avait fait un bouton heureux et un bouton triste, d'accord? Donc c'était un emoji heureux et quand vous cliquiez dessus, en fait, ça passait en triste, d'accord? Le petit bouton en fait évoluait. Et donc si jamais vous étiez en mode heureux et que vous cliquiez sur un bouton, il allait sur une certaine frame, et sinon, alors c'est très abstrait comme ça, je suis désolé, mais bon, dans tous les cas, sachez que c'est surtout de la logique que vous allez pouvoir apporter côté prototypage et dire par exemple, est-ce qu'on pourrait avoir un exemple en tête? Imaginons. On va imaginer que vous faites un formulaire, on peut faire ça vite fait. Imaginons que vous faites un petit formulaire ici, d'accord? Hop. Voilà, ça c'est mon formulaire avec mon petit bouton de soumission, ok? Je vais soumettre ici, ça va être mon bouton pour valider. Hop, je vais changer de couleur, je vais le mettre comme ça. Ok, ça va être par exemple votre formulaire de base, ok? Vous allez créer une autre frame dans laquelle vous allez mettre un message d'erreur en disant veuillez saisir du texte dans le champ. Ça va être ma vue, on va dire, d'erreur en quelque sorte, d'accord? Hop, oula, 120, je suis peut-être allé un peu fort. Non plus. Je vais le faire à la mano. Comment on fait déjà? 32, voilà, par exemple. Donc ça va être un texte que vous allez afficher si jamais la personne n'a pas saisi. Et une autre frame en mode bravo. Bravo, vous avez réussi. Ok. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, dans le cas où je suis en mode error. Et ça va être le cas où je suis en success. Ok. Et bien là, ce que vous allez pouvoir définir au niveau de votre prototypage pour que votre client se projette, c'est de dire, de faire un conditionnel en disant, dès lors que je clique sur le bouton valider, si jamais, par exemple, je vais créer une variable de type texte, si jamais elle est renseignée, ok, je vais directement renvoyer vers bravo, vous avez réussi. Si par contre elle n'est pas renseignée,
hop, je vais naviguer directement vers veuillez saisir du champ de texte. Vous voyez, c'est vraiment de dire qu'on peut introduire de la logique et faire plein de choses avec tout ça. Donc c'est un exemple. J'ai pas d'exemple hyper concret là en tête, mais vous voyez, c'est plus pour vous donner, vous expliquer que avec le prototypage maintenant, on va pouvoir insérer tout un tas de logiques et de conditions et de machins et tout, ça va être hyper puissant. Ça c'est pour la partie prototypage, donc retenez ce que je vous ai dit. Le prototypage, il y a le mode aperçu avec le shift espace, hyper pratique. Le fait de pouvoir avoir accès aux variables et de pouvoir les setter en direct, donc ça c'est ultra puissant. Je te remonte vite fait Charlie d'ailleurs tant que tu es là si jamais. Un exemple effectivement ici. Tu peux définir effectivement des variables comme tu définirais des variables CSS. Tu peux faire pareil en fait maintenant sur Figma et tu peux les changer à la volée. Donc là par exemple, tu vois, j'ai affecté la valeur couleur de background au fond et je lui dis par exemple quand tu cliques sur le vert, tu vas aller set la variable et la passer à vert, etc. etc. Voilà. Pareil ici le radius, j'ai appliqué un radius de 8 pixels sur les bords de mon petit rectangle et je lui ai défini un bouton qui dit j'ai créé une variable de 8 de nombre 8 que j'ai appliqué ici, que j'ai lié directement, que j'ai linké sur le radius de mon carré. Si je fais plus, tu me rajoutes plus, je crois que c'est plus 4 ou plus 8 que je fais. Et hop, il va directement faire varier cette variable. Et il va également, vu que le radius est linké, il va directement... c'est shift espace le raccourci. Shift espace, normalement si tu es sur PC, tu as juste en fait à cliquer sur la petite flèche ici et il va t'indiquer ce mode preview quel est le raccourci. Mais tu vois ici moi c'est Shift espace parce que je suis sur Mac. Donc voilà. Pareil pour la size du carré, tu vois Charlie, je peux directement faire varier la valeur de ma variable. Ici aussi, ce que j'ai fait de rigolo, que j'ai vu passer sur les réseaux, c'est j'ai créé une variable de type texte que j'ai affectée à mon champ et je lui ai dit quand tu cliques par exemple sur A, tu vas prendre la valeur et tu vas la concaténer et l'ajouter. Et du coup, tu peux faire une espèce de petit système de message comme ça et puis effacer. Voilà. Donc c'est des exemples très bêtes, hein. C'est plus pour montrer la puissance aujourd'hui des prototypes, jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec les prototypes Figma. Ça va relativement loin, surtout avec cette nouvelle mise à jour. Il est 10h15 les amis, j'ai encore quelques trucs à vous montrer. Tant pis si on dépasse, je pense que cette vidéo est hyper importante. Donc je vous ai parlé depuis le début de pas mal de choses. Je vous ai parlé du dev mode, je vous ai parlé des variables. Je vous ai parlé, alors ça Charlie, il faudra absolument que tu ailles voir sur le replay, le lien entre VS Code et Figma, ultra puissant. Ils ont fait un plugin dédié Figma sur VS Code où tu as directement l'autocomplétion en fait. Déjà tu as une vue dans ton VS Code de ton Figma. Ils ont créé un mode dev sur Figma qui est vraiment dédié pour les devs, je te laisserai aller voir ça sur le replay. Et en fait, dans ton VS Code, tu peux directement, avec ce plugin, avoir une vue du Figma intégrée directement dans VS Code. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir Figma. Et tu as directement ton autocomplétion dans tes styles CSS et autres. Il va pouvoir récupérer en fait les infos de par exemple ce qui a été designé. Là par exemple, c'est des petites cartes. Et dès lors que tu vas commencer à rentrer, par exemple, à définir ta classe, tu fais un point Toto. Par exemple, si ta carte elle s'appelle Toto, tu fais point Toto, il va directement, tu vois, c'est pas très bien écrit là, mais il y a marqué Figma en fait. Il voit directement en autocomplétion qu'il y a des variables Figma qui sont accessibles. Il te suggère le nom de la classe, hop, donc voilà, qui a été défini. Et ensuite, tu ouvres tes brackets et hop, directement, il va te suggérer tout le style CSS. Tu n'as plus qu'à faire un tab et boum, tu as tout le CSS qui est récupéré automatiquement. C'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie. Ils ont fait une grosse ouais, c'est impressionnant. Bon, je repasse pas dessus, je suis désolé, tire à voir le replay, mais franchement, tellement de trucs trop cool sur cette nouvelle mouture, je suis hyper hypé. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre, les amis? Donc, le prototypage, on a fait un petit peu le tour. Il y a quelques exemples sur Twitter qui sont assez parlants sur leur Twitter à eux. Donc, vous voyez, par exemple, ils ont fait ce petit test-là. Ils ont créé une variable welcome message qui est définie par défaut sur Hello World. Ok. Et ensuite, quand tu cliques sur le bouton, il lui dit tu vas setter la variable et tu marques Let's Go. Et donc, quand il va cliquer sur son bouton, boum, il y a marqué Let's Go. Voilà. Donc, ça, c'est des espèces de...
C'est des espèces d'exemples. Pareil, donc là, c'est l'espèce de compteur, je vous avais montré. Ah, mais c'était ça l'exemple que je voulais vous parler. Sur les conditionnels, c'était celui-ci. Ils ont créé un petit bouton comme ça, voilà, émote triste, émote heureuse. Et en fait, en fonction de quand la personne va cliquer sur Submit, ça va renvoyer sur Awesome ou Oh No. Donc vous pouvez voir ici, ils ont fait toutes leurs conditionnels. Si jamais le feedback est égal à true, parce qu'on peut faire des booléens en fait sur les variables, tu vas naviguer sur cette slide, sinon sur cette slide là. Et donc on peut voir que voilà, au submit, vous voyez, il démarre la truc et poum, directement, il y a tel rendu. Et si jamais c'est changé, hop, c'est le awesome. Voilà. Ils ont fait un dernier exemple un peu plus poussé qui est intéressant, dans laquelle c'est une espèce de, vous voyez, comment dirais-je, un thermomètre, on va dire. Vous pouvez faire augmenter la température et du coup, ça va faire varier la variable de texte et ça va changer la couleur si jamais on dépasse un certain nombre de degrés. Genre, s'il fait plus de 25 degrés, c'est qu'il fait chaud, donc tu mets une couleur un peu plus rouge, etc. Et tu peux faire redescendre. Voilà, c'est quelques exemples plutôt cool. Ok. Après, autre nouveauté hyper intéressante en dehors de tout ce que je vous ai déjà parlé, c'est la mise à jour de l'auto-layout. Donc là, il y a pas mal de choses aussi qui ont été... Bah de rien, Shaif. De rien, mon ami. Avec plaisir. Timmy, ça c'est ouf aussi. J'en parlais hier sur le Discord. Ça va faire gagner. Ouais, de fou, de fou. Alors ça, c'est une fonctionnalité qu'on attendait énormément, qui avait un peu leak. On ne savait pas si c'était un vrai leak, si c'était avéré ou pas. Mais donc, il y a la fonction wrap qui est arrivée. Donc, si jamais vous faites de l'intégration, ça va vous parler. Ça, pour le coup, je vais faire le test un peu en live. Donc, pour vous expliquer rapidement, si par exemple, je vais prendre, voilà, je vais prendre un MacBook Pro 16 pouces, ok. Je vais définir donc ma maquette. Alors, on va dire que ça, imaginons, c'est ma maquette de base, d'accord. Je vais mettre une petite couleur de fond. Et je vais lui définir qu'à l'intérieur. Hello, merci beaucoup pour le follow. Oula, il faut que je me concentre. Yonkoink. Je sais pas comment tu prononces. Yon. C'est peut-être pour les intimes. En tout cas, merci beaucoup pour le follow, ça fait plaisir. Salut à toi. Donc, effectivement, je vais définir par exemple que ça, c'est, imaginons, c'est la taille de mon site. Et à l'intérieur, je vais mettre un container par exemple. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être le faire autrement. Attendez, laissez-moi réfléchir. C'est comme ce que hier j'avais fait l'exemple, j'aurais peut-être dû le garder sous la main, peu importe. Attendez, donc je vais faire ça. Ouais, je vais faire autrement, attendez. Je vais prendre mon carré là, tac, je vais foutre ça dans un auto layout. Hop, je vais mettre un peu de marge, par-ci, par-là. Ah, je sens que je vais me perdre, je vais le faire autrement. Je vais créer plutôt un rectangle que je vais dupliquer. Hop, je vais mettre tout ça dans un auto layout que je vais dupliquer. Tac. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de spacing sur les côtés, un peu sur le haut. Je vais vous le mettre en rouge pour que vous puissiez bien le voir. Et lui-même, je vais le définir à l'intérieur de notre auto layout, que je vais mettre voilà, un truc un petit peu plus foncé, par exemple. Et qui, lui, pour le coup, va être en fixe. On va dire qu'il fait 2500. C'est vraiment, là, c'est random. Hein, c'est juste pour la démo, on s'en fout. Voilà, ça, au moins, ça sera plus parlant, je pense, comme exemple. Hop. Mince. Voilà, donc ça, c'est mon site web. Peut-être qu'on peut faire 1000. Voilà. Ça, c'est mon site web. Donc, vous avez en fait votre maquette. Vous avez votre. Imaginons que ça, c'est votre version desktop. Et que là, vous avez un container, c'est-à-dire vraiment une zone de délimitation à l'intérieur de laquelle vous allez avoir, par exemple, des petites cartes. Ok, imaginons. Appelle-moi Yonko. Ok, c'est cool. C'est cool. Je suis désolé, je parle énormément là depuis le début du stream. J'ai du mal à lire les pseudos. En tout cas, bienvenue à toi. Donc, imaginons que vous avez effectivement ce cas d'usage dans lequel vous avez donc des rectangles. Vous pouvez voir sur la partie de gauche, vous avez là, on va dire que c'est des petites cartes en quelque sorte, hein, d'accord. Et vous le mettez dans un auto layout, donc il va vous permettre de gérer comme il faut, bien carré la façon dont ça s'organise. Et vous avez le mettre lui-même dans un autre auto layout pour définir, on va dire, votre taille de site. Donc là, imaginons c'est la version desktop. Ok. Ici,
deux nouveautés sur la partie auto layout qui sont hyper importantes. La première, c'est la fonction wrap. Donc, et la deuxième, c'est le min width et max width. Donc, taille maximum et minimum, aussi bien sur la largeur que sur la hauteur. Donc, je vais essayer de vous faire la démo pour que vous puissiez bien comprendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer peut-être par les min et les max. Donc ici, ce que je vais définir, c'est que mes rectangles, ils vont être en fil, c'est-à-dire qu'en gros, ils vont prendre l'espacement qui est disponible et qui est donné par leurs parents, d'accord? Donc le parent, il a une taille fixe de 1717, d'accord? Qui est fixe, c'est moi qui l'a défini, et entre, ils ont un espacement, on va dire, mettons, de 32, voilà. Et là, vous voyez que comme j'ai réduit l'espacement entre les deux, comme mes carrés sont en fil, ils vont remplir le reste. Ça, c'est le comportement fil. C'est le fait que ça va prendre tout l'espace qu'on lui donne, en fait, et qu'on met à disposition. OK. Donc, dès lors que je vais faire varier la taille de mon container, vous pouvez voir que ils vont automatiquement s'adapter. À partir de là, je vais pouvoir définir quelque chose d'intéressant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... donc, lui, il est en fixe. Le parent est en fixe aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais, plutôt que de lui dire tu vas être fixe, je vais lui dire tu vas t'adapter toi aussi. Toi, le rectangle rouge, le container, tu vas t'adapter à ton parent. Ce qui fait que là, toujours pareil, si je réduis, hop, tout ça, ça s'adapte. Mais ça m'embête un petit peu parce que, en fait, ce qu'il y a, c'est que là, je vois que c'est beaucoup trop lent et je voudrais... beaucoup trop grand, pardon, et je voudrais conserver une certaine taille. Je vais pouvoir ici, donc dans mon carré rouge, qui est un peu mon inner container, je vais pouvoir lui définir à partir de maintenant, au niveau des largeurs et au niveau des hauteurs, des tailles minimum et des tailles maximum. Donc au niveau de la largeur, si vous voyez ici, vous avez une petite coche, je vais pouvoir lui dire, je veux que tu fasses maximum au niveau de ta taille et remettre mon fameux 1700 que j'ai mis tout à l'heure. Et là, vous voyez, il ne sera plus déformé, il sera limité à ce que j'ai dit. Ce qui fait que si je fais varier mon parent comme ceci, il va rester en fait au milieu, d'accord? Il va vraiment se stacker au milieu et garder la même taille. Si par contre je passe en dessous des 1700 et quelques, là il va se réduire. Vous voyez? Donc ça, la fonction min, et c'est pareil pour les max. On peut aussi faire pareil dans l'autre sens. Min et max au niveau des tailles. Coucou Atomisty de retour. On est en train donc justement de parler là de l'évolution de l'auto-layout. Il y a deux nouveautés au niveau des auto-layouts. Il y a la possibilité de définir des tailles minimum, des tailles maximum. Et il y a la possibilité de faire la fonction wrap que tu connais déjà du coup, il me semble. Donc là, j'étais en train de faire la démo du min et du max. J'ai défini, on va dire, une maquette desktop. Et à l'intérieur, j'ai mis un inner container, donc vraiment un espacement à l'intérieur dans lequel mes éléments vont pouvoir évoluer, sachant que eux, ils prennent l'espace que donnent leurs parents. Donc dès lors que je fais réduire et que je dépasse la taille de 1700, hop, ça ne va plus grandir, ça va rester tel que. Par contre, dès lors que je réduis, boum, vous pouvez voir que le carré rouge, lui aussi, va pouvoir réduire. Et si je veux faire pareil une taille, je veux pas que ça passe en dessous d'une certaine taille, je peux lui ajouter une taille minimum. Par exemple, je lui dis je ne veux pas que tu sois à moins de 500 pixels, par exemple. Ce qui fait que là, mon carré rouge sera toujours entre 500 et 700, malgré les variations de son parent. Et dès qu'on atteint une certaine taille, vous voyez là il est à 500 et vous voyez qu'il ne réduit plus. Ok? Alors que dès qu'on dépasse, hop, là c'est bon. Et là, dès qu'on passe les 1007, par contre, on atteint le max. Donc ça, c'est très très cool. On peut le faire aussi bien pour les largeurs que pour les hauteurs. C'est la première nouveauté. Autre nouveauté, comme je vous ai dit, on va pouvoir avoir un comportement de wrap. Donc là, par défaut, mon auto layout, soit je lui dis tu fonctionnes en hauteur ou en largeur. D'ailleurs, je vais lui dire tu vas peut-être t'adapter, ça peut être cool. Voilà. Donc soit je peux lui dire tu fonctionnes de gauche à droite ou de haut en bas, le comportement d'un auto layout classique. Maintenant, je vais pouvoir lui définir, tu vas avoir ce comportement de wrap. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire mon wrap? En fait, l'intérieur... Alors attendez que je me remette parce que je ne veux pas me planter. Je vais peut-être, je pense, laissez-moi réfléchir. Je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais remove mon min et mon max. Je vais laisser, non, je vais laisser mon max. Je vais remove mon min. Bon, remarque, je peux laisser tel que.
Peu importe. Je vais appliquer du coup sur mes carrés ici. Donc je vous rappelle que mes carrés, ils s'adaptent en fonction de la taille de leurs parents, donc du rouge. Je vais lui dire, j'aimerais bien par contre que il puisse se réduire, mais dans une certaine mesure. C'est-à-dire que là actuellement, plutôt que de les faire écraser en fait, je préférerais que mes rectangles restent tels que et ne s'adaptent pas et qu'ils aient la taille qu'ils ont actuellement. C'est-à-dire leur taille actuelle, c'est 279,2. Bon, si jamais je n'ai pas mon wrap et que je suis dans le cadre d'un auto-layout classique, je réduis, qu'est-ce qui va se passer? Ça va déborder. Ok, ça c'est un peu relou. Donc ce qu'on faisait, enfin, qu'est-ce qu'on faisait jusqu'à présent? Je sais même pas. Je pense qu'on devait le faire à la mano, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand je réduisais, ben forcément, vu que je disais au carré, vous avez telle taille et vous ne devez pas réduire en dessous, ben forcément, ça dépassait. Avec le comportement wrap, ce qui va se passer, c'est que ça va pouvoir retourner automatiquement à la ligne et s'adapter en fait en fonction de la taille qui est disponible. Donc mes rectangles restent effectivement restent à la même taille et dès lors que je vais réduire, hop, 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 ça va passer directement à la ligne, exactement comme on le fait avec des flexbox si jamais vous êtes habitué à faire de l'intégration. Et la chose qui est plutôt cool, c'est qu'on va effectivement avoir ce comportement de wrap et après on va pouvoir définir dans quel format. Si je veux que ce soit centré au milieu, je peux. Si je veux que ce soit aligné à gauche, en bas à droite, etc., etc., je vais pouvoir définir le comportement de mes box qui vont prendre en fait l'espacement qu'ils ont et s'adapter plus ou moins. Donc ça, cette fonctionnalité de wrap, c'est un truc qui était relativement attendu parce que par défaut, l'auto-layout ne pouvait que, en fait, si vous le définissiez, mettons, en horizontal, ça ne pouvait être que sur une ligne, mais il n'y avait pas ce comportement de retour à la ligne. Ça n'existait pas et c'était très très chiant. Et pareil donc pour la version au bas, etc. Enfin, en version horizontale ou verticale. Donc là, maintenant qu'on a le wrap, c'est plutôt cool, notamment pour le responsive. Si vos maquettes sont plutôt bien pensées, techniquement, vous aurez juste à dupliquer votre maquette, à réduire un peu et pouf, ça va passer à la ligne. Et comme ça, tout fonctionne bien. Voilà. Donc ça, effectivement Charlie, c'est plutôt classe comme nouveau fonctionnement. Voilà pour la partie auto layout. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer? Alors là, les autres, ça va être un peu plus rapide. On va passer plus rapidement. Puis je vois qu'il est 10h30, donc on va essayer de faire vite. Autre nouveauté, le font picker. Donc effectivement, au niveau de l'aperçu des polices d'écriture. Donc si je prends par exemple celui-ci, désormais, quand vous êtes en design, vous allez pouvoir cliquer sur les polices et avoir directement un petit aperçu en fait de la. Alors, là, vous n'allez pas voir. Il faut que je mette en plein écran. Vous allez avoir un aperçu de la tête qu'a votre police. Et ça, c'est plutôt pratique parce qu'avant, en fait, on n'avait pas ce petit aperçu-là. D'ailleurs, je vois on peut faire un Google Font. Ouais, c'est cool ça. Et vous pouvez directement, vous avez un petit moteur de recherche en haut pour rechercher votre fonte. Et vous avez la possibilité d'avoir directement l'aperçu de la tête qu'a la fonte. Et ça, c'est plutôt cool parce que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Donc, c'était pas très très pratique de devoir à chaque fois tester, etc. etc. Donc, ça, c'est le font picker. Je lui passe très rapidement dessus, mais c'est plutôt cool. Autre chose, on arrive quand même à peu près sur les dernières. Je vous ai à peu près montré que je voulais vous montrer, mais je vais continuer. Il y a un redesign effectivement au niveau de la recherche de vos fichiers. Donc là, c'est une mise à jour un peu plus globale. Ici, donc quand vous êtes dans le menu d'entrée, vous avez votre vue avec tous vos projets. Vous pouvez, ici en haut à gauche, désormais, vous avez un petit moteur de recherche qui vous permet directement d'aller rechercher. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut pas y avoir accès ici. Non. Bref, vous avez un petit moteur de recherche qui vous permet de rechercher directement des fichiers pour switcher d'un fichier à l'autre, passer d'un projet à l'autre. Et vous pouvez changer de compte. Moi, vous voyez, j'ai deux comptes. J'ai un compte perso et un compte pour PicBeam. Vous pouvez switcher de compte directement ici. Donc voilà, petite refonte à ce niveau-là qui est plutôt pas mal. Voilà. Alors ensuite, ça c'est vraiment les nouveautés que j'ai pu tester, que vous pouvez déjà tester, qui sont déjà prod ready, etc. Quelques autres nouveautés que j'ai vu passer mais que je n'ai pas pu tester moi-même. Alors je sais pas si c'est des choses qu'ils ont annoncées pour plus tard ou autre. Mais j'ai vu passer donc je vous en parle. C'est la partie IA. Donc évidemment le mot que tout le monde a sur les lèvres. L'IA. Eh bien il y a bien des nouveautés côté Figma. Puisque Figma a racheté donc une boîte qui s'appelle Diagram. Perso je connaissais pas mais peu importe. Et du coup oui Atomisty. Non t'inquiète ça va être un très court chapitre sur l'IA. Et donc apparemment ils auraient une espèce de moteur qui permettrait de décrire en fait. Alors c'est plutôt impressionnant la démo, mais moi je ne l'ai
pas testé. Je pense pas que ce soit prod ready encore. Mais en tout cas, ils ont effectivement un petit moteur qui va vous permettre de décrire. Donc, je vous montre la démo. Ajoute des sons imaginaires, c'est ce qu'il lui demande. Hop, le moteur est en train de réfléchir. Il dit OK, je vois que tu as envie de rajouter des sons, une liste de sons. OK, je te le design. Il fait un petit tour de moulinette. Et poum, il va directement ajouter une liste de sons préfaite. Ce qui fait que non seulement il y a le design qui est fait sous format liste, qui est mis en place, mais en plus il génère directement des textes. Donc ça, c'est plutôt pratique. Après, qu'est-ce qu'il fait? J'en ai vu un autre qui était pas mal aussi, une autre démonstration, c'était celle-ci, où en gros, il crée des composants Figma, il crée un composant bouton. La qualité est dégueulasse, je suis désolé. Il crée un composant bouton et il lui dit ok, j'aimerais bien que tu m'ajoutes l'état de hover, l'état press et l'état focus sur ce bouton. Vous voyez, c'est le bouton qui est juste en bas ici. Et lui, il va aller directement, il lui dit j'aimerais bien que tu ajoutes un état over, un état press, un état focus pour chaque variante. Ok. Et ben lui, une fois qu'il a fait entrer, il fait ok, pas de souci. Et boum, 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 il va directement ajouter toutes les variables automatiquement. Donc ça, c'est plutôt classe. Je ne l'ai pas testé personnellement. Je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir. Mais si ça fonctionne, ça peut être une aide relativement pratique pour les choses à faible valeur ajoutée. Style, comme là, hein, par exemple, on sait qu'un bouton en état de hover, tu veux, mettons, lui rajouter, je sais pas moi, 5% de luminosité. En état press, tu veux baisser de 10% de luminosité. Bon, c'est des choses très classiques, on n'a pas besoin de le faire à la mano, quoi. Donc, effectivement, il y aurait ce genre de choses qui s'intégreraient, mais moi, perso, je ne l'ai pas testé, donc je ne sais pas trop. Voilà. Ça, c'était l'exemple que j'ai pris en fait pour faire ma petite démo là, que je vous ai montré la dernière fois. Donc, effectivement, c'est une personne qui teste le fait de pouvoir changer au niveau des prototypages. Voilà, il a rajouté un petit module d'emoji aussi. Enfin, voilà. Qu'est-ce que j'avais vu passer d'autre? Donc, ça, c'est aussi voilà, c'est le tweet que j'ai vu passer sur une personne effectivement qui mettait des A, B, C, D et qui faisait varier une variable de type texte. Voilà. Donc, je lis vite fait mes notes. Je regarde également vos retours. Je pense que je suis à peu près allé au bout de ma démo. Je regarde à rapidos et après j'ai juste une dernière chose à vous montrer. Donc tout ça c'est fait, font picker c'est fait, dev mode c'est fait, plugin c'est fait, IA c'est fait. Ouais. Ok, donc dernière chose qui est un peu une conclusion de tout ça, de tout ce que je vous ai présenté. Je vous ai parlé effectivement de la limite du nombre de variables qui m'interroge moi. Je pense que c'est quelque chose qu'on va voir un peu avec la pratique. Peut-être qu'il n'y a pas spécifiquement nécessité dans 98% des cas d'avoir plus de variations que 4. Et donc c'est pour ça qu'ils ont défini à 4. Mais voilà, si on fait un light mode, dark mode, effectivement c'est cool. Si on fait un système de traduction, je pense que tu peux aller bien au-delà de 4 langues. Mais bon, peu importe. Donc quid un peu de ça, de cette limite de 4 que je trouve très très limitante. Donc en fait, moi ce que j'attends, c'est la mise en pratique, parce que je pense qu'il y a déjà, j'ai pas bien pigé encore comment est-ce que les variables Figma vont se comment est-ce que ça va s'intercaler avec les styles, ou est-ce que c'est vraiment dédié et fait pour remplacer les styles. Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui, voilà, je sais plus, j'étais sur un stream l'autre jour où il disait, bah, clairement, c'est fait pour remplacer les styles, les variables. Sauf que là, aujourd'hui, franchement, moi, dans la pratique, je vois pas comment tu peux. Il y a certaines choses que j'ai pas trop bien pigé. Donc, voilà, il y a plein de petits trucs où il faut se laisser un peu le temps, il faut laisser infuser et voir comment est-ce qu'on va mettre en pratique. Mais quid, effectivement, de cette limite de 4. Si jamais vous faites plus, vous devez passer en mode entreprise et là, vous pouvez faire jusqu'à 40 modes de variables. Donc, je pense que c'est moi qui ai peut-être pas bien pigé à quoi était destiné justement ce système de variation. L'exemple NEC plus ultra, c'est Dark Mode, Light Mode et ce système de traduction, mais il y a peut-être d'autres exemples et peut-être qu'on n'a pas besoin effectivement de plus que ça. Mais voilà, je tiens à voir un peu ce que ça va donner. Autre petite note que je m'étais prise, c'était ouais, voilà, comment est-ce qu'on va utiliser tout ça dans le cadre d'un design system, etc. Je me rends pas trop compte en fait par rapport à l'état actuel, comment est-ce qu'on va faire pour adapter un petit peu tout ça et vraiment voilà la place des variables et celle des styles, comment est-ce que ça va s'interconnecter tout ça quoi. Ouais, connecté, non connecté. Non, mais t'as plein de choses. Coucou à toi, du coup, le cuistot du web. Il y a plein de choses, je pense. En fait, c'est sorti. Ça a été annoncé avant-hier, c'est sorti dans la foulée.
Je pense qu'il faut le temps à la commu pour vraiment infuser un peu dans tout ça et se rendre compte de comment bien utiliser le truc. Peut-être qu'en fait, en réalité, ça ne sera pas styles versus variable. Peut-être qu'en fait, il y aura un truc où on pourra les faire fonctionner ensemble, je sais pas. Mais voilà, petit laïus là-dessus sur, moi je vous ai montré un peu dans les faits tout ce qu'il y a. Comment est-ce que la pratique va être mise en place, quelles vont être les bonnes pratiques et tout, je ne sais pas encore quoi. Dernière chose que je voulais vous faire lire, c'est ce post, le post de Laurent Thiebaud. Donc Laurent, vous l'avez peut-être vu, on l'a accueilli. Il fait partie de l'équipe Design System. Alors si on va sur YouTube et qu'on tape Dayclick, D-A-Y-C-L-I-C, évidemment, n'hésitez pas à aller nous follow parce qu'on publie assez régulièrement du contenu. On avait accueilli l'équipe Design System, donc c'est cette vidéo-ci, créer son Design System. Voilà, partie 1, partie 2, on l'avait fait en 2 fois. Et donc on avait effectivement Simon et Laurent qui nous avaient rejoints, qui font partie de l'équipe Design System de chez Decathlon. Et donc Laurent ici présent, qui est un membre très très actif, comme Simon d'ailleurs, de la communauté Figma. Ils font partie de l'équipe Design System de Decathlon, qui est vraiment une très très grosse référence au niveau mondial de comment gérer un design system. Et du coup, il a publié en fait un contenu, puisque lui en fait il a eu accès à ça depuis 3 mois à la bêta privée. Donc il a fait un retour d'expérience que je voulais vous lire, que je trouve assez intéressant. Donc je vous lis ça rapidement. Il met Decathlon X, Decathlon Digital X Figma Dev Mode. Nous avons participé à la bêta privée. Après 3 mois de participation à la bêta privée du Dev Mode annoncé hier à la Figma Config, je suis ravi aujourd'hui de pouvoir vous partager mon ressenti par rapport à cette nouvelle fonctionnalité, plus une petite surprise à la fin du post. Avec DevMode Figma, avec le DevMode, Figma offre désormais un espace dédié à la transition entre le design et la production, donc cette fameuse limite, on va dire, entre développeurs et designers, US. Donc premier point, un meilleur inspect. L'expérience d'inspection d'éléments contenus dans les fichiers Figma pour en inspecter les dimensions, les caractéristiques, les styles et les ressources a complètement été repensée. Elle offre désormais une meilleure génération du code en tenant compte des problématiques au niveau layout côté développement, avec l'utilisation de Flexbox en CSS par exemple, un box model diagramme comme on a l'habitude de voir dans les DevTools de Google Chrome ou Mozilla Firefox, et un support de Jetpack plus SwiftUI. Voilà. Autre point, les plugins. Il est désormais possible de bénéficier de plugins spécialement conçus pour s'afficher uniquement en DevMode. Ça, je vous l'ai présenté, c'est tous les petites intégrations. Cela va des plugins pour générer du code jusqu'à la gestion de projet, Atlassian, etc. L'état des sections, il est désormais simple pour un développeur de rester informé de l'avancement du design. Ça, c'est le fameux tag où on va pouvoir dire ready to dev ou pas, avec vraiment un focus à chaque fois qu'on clique sur le panneau de gauche. Les comparaisons de modifications, donc ça c'est vraiment game changer, le côté historique vous pouvez comparer deux vues en fonction des modifications qui ont été faites, hyper cool, ça il l'a relevé aussi. Et après en point 5 il a mis Figma for Microsoft VS Code, donc la fameuse intégration, le plugin VS Code hyper puissant. Figma arrive désormais au sein de l'outil VS Code, cela permet de naviguer et d'inspecter les fichiers design au sein de notre éditeur, de collaborer avec des designers via des commentaires et notifications, de suivre les modifications et d'accélérer la mise en œuvre grâce à des suggestions de code intégrés. Voilà, donc vraiment, je trouve que son retour est plutôt cool. Je vous poste ça du coup, vous pourrez aller lire ça si vous voulez, lui mettre un petit like. Voilà, très très cool, Laurent, très bon membre de la communauté qui est assez actif. Dernière chose que je vais vous partager, si vous voulez en savoir un petit peu plus, il y a cette page qui résume un petit peu toutes les nouveautés que je vous ai données et qui est en français, donc c'est cool. Je vous mets ça dans le chat. Et puis celle-ci aussi qui est plus focus, on va dire, sur les nouveautés du dev mode. Je vous mets ça également dans le chat. N'hésitez pas évidemment à aller nous follow sur YouTube, ai-je besoin de le rappeler. Et voilà un peu pour toute la démo, tout ce que je voulais vous faire. Je suis désolé, j'ai parlé beaucoup aujourd'hui, mais voilà, vous n'hésitez pas à aller voir le replay pour voir l'ensemble de ces nouveautés. Shave qui nous met, alors n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, hein, c'est le bon moment. Je vais lire un peu, on peut finir un peu en just chatting tout doucement. 4 variantes par variable, c'est ça, des variantes différentes, on peut en avoir autant qu'on veut. Oui, ça tu peux en avoir autant que tu veux. Genre, typiquement, d'ailleurs ça c'est assez important, c'est que là quand tu vas créer en fait tes variables, tu vas, alors c'est sur quel exemple que j'avais fait, c'est sur le color, voilà. Tu peux en fait même faire des sous-dossiers si tu en as envie. Donc par exemple, tu peux créer une variable couleur
tu vas la nommer, imaginons, ben là j'ai fait un background, tu vois, tu peux faire background, après tu peux mettre slash main, par exemple, slash over. Voilà. Et en fait, tu vas avoir toute une arborescence. Et donc, bah, celui-ci, par exemple, c'est pareil. Je vais faire background slash main slash prest. Pour dire c'est mon état press. Et donc, tu vas avoir toute une arborescence, en fait. Background, en dessous, tu as le main. En dessous, tu as prest, over, etc. Et donc, tu vas pouvoir faire, par exemple, background slash secondary. Donc là, toutes mes couleurs plutôt secondaires. Et là, je vais mettre mon état de over. Et donc, voilà, créer comme ça toute une arbo en fait de couleurs. Et à ces couleurs-ci, tu vas pouvoir affecter des variations jusqu'à 4 si tu es dans ce format-là. Et jusqu'à 40 si tu es en format entreprise. Enfin, si tu es en mode entreprise. Donc, c'est vrai que si tu as simplement un dark et un light, je pense que 2 variations, ça suffit amplement. Si par contre, effectivement, tu l'utilises dans le cadre d'une traduction, genre comme je l'ai montré, là j'ai créé une collection dédiée aux traductions. J'ai créé donc des variables de type texte, une qui s'appelle title, avec anglais, français, espagnol, etc. 4, c'est un peu limite quoi. Donc voilà. Plein de nouveautés. Ouais, non, non, c'est vraiment, il y a plein de trucs trop trop cool. Désolé, je rattrape un peu tous vos commentaires. On peut pas utiliser des variables. Alors ça, c'est une super bonne question, Shaif. Je sais pas d'ailleurs si je peux l'épingler, mais c'est ce que je n'ai pas encore réussi et je pense que, enfin, j'espère vraiment de tout cœur que c'est possible ou en tout cas il y a un truc que j'ai peut-être pas bien pigé. Mais effectivement, est-ce qu'on peut en fait, et ça c'est une question que je me suis posée, faire en sorte que le contenu d'une variable soit effectivement un style pour que ce soit vraiment dynamique. Parce que si je reprends par exemple mon exemple de tac tac tac, c'était celui-ci. Ce qui m'a embêté à un moment donné, c'est que dans mes carrés, j'avais effectivement des styles que j'avais définis, ok. Sauf que quand j'ai voulu set en fait au niveau de mon prototypage, quand j'ai voulu dire ok, quand tu cliques sur ce bouton, tu vas aller set la variable, je n'ai pas réussi à le linker directement avec un style. Et ça m'embête un peu. Et voilà, j'espère que c'est une non-compréhension de ma part ou un truc comme ça. Ou voilà. Mais j'espère vraiment qu'il y aura justement un lien entre les styles et comment dirais-je, et les variables. Mais j'ai pas encore trouvé. Tac, tac, tac. Comment tu as géré plus de 4 langues par exemple? Je pense que tu as un problème. Alors oui, parce que moi, je sais pas dans quelle version vous êtes. Moi, je suis dans la version, je sais plus comment on appelle ça. Je crois que c'est entreprise, je sais plus. Alors, attendez, je te montre ça. Tac, tac, tac. Local variable. Voilà, donc moi je suis en version professionnelle. Et donc j'ai accès à 4 modes de variables. En gratuit, il y a plein de nouveautés. Je sais que Bastien notamment a fait le test hier en direct. Il était lui à San Francisco parce qu'il a été invité justement à la config 2023, à la keynote. Et quand il a fait le test, il a bien vu qu'il avait, en fait, il a un compte en gratuit basique et un compte en professionnel. Et donc effectivement, il y a plein de nouveautés qui sont pas accessibles en gratuit. Ça, c'est un peu la limite. Donc bon, après, vous savez, aujourd'hui, ça appartient à Adobe, donc forcément, voilà. Mais honnêtement, franchement, quand on voit tout ce que ça apporte, moi, ça ne m'embête pas du tout de dépenser pour la version pro. Attendez, combien elle coûte? Je vais voir ça. Après, c'est sûr que, de toute façon, déjà en gratuit, vous pouvez faire énormément de choses. Tac, tac, tac. Désolé, je switch un peu vite. Le prix des forfaits. Voilà, donc quand c'est votre métier, honnêtement, 12 euros si vous êtes seul. Enfin, moi, je sais que par exemple, j'ai un compte perso. 12 euros par mois si vous le prenez à l'année. Donc, ça fait 120 plus 24, 164. Bref, en gros, aux alentours des 150 euros à l'année pour un outil comme ça. Bon, après, voilà, c'est très personnel, mais moi, ça m'embête pas, hein, franchement. Voilà. Après, vous voyez, le dev mode, visiblement, c'est que à partir du pro, ouais. Bon, c'est très incitatif évidemment à dépenser, ça c'est sûr. Mais franchement, si vous faites du Figma très régulièrement, déjà en gratuit, je sais pas comment vous faites, hein, parce que 3 fichiers, etc., pour moi, c'est déjà très très vite limité et c'est compliqué de. Druff, t'es bon en calcul, ouais, c'est ça, c'est ça. Je calcule relativement vite. Et d'ailleurs, t'étais là un peu en mode soum soum là, hein le Druff, tu m'as pas dit que t'étais là. T'écoutais religieusement ou tu viens juste d'arriver? Voilà, voilà.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions que j'ai ratées tant que j'y suis? Le live est plus long, mais ça valait le coup. Ouais, c'est ça. Super content de ce que ça devient Figma. Ouais, non, mais je suis très très content également. Ça peut marcher dans. Alors, Shave qui met, ça peut marcher dans les deux sens, même utiliser des styles en variable et des variables en style. Ouais, mais je n'ai pas réussi encore, donc peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien compris comment ça fonctionnait. Mais franchement, hier, j'y ai passé du temps. Je peux t'assurer pour tester déjà tout ce que je vous ai montré là et bien tout comprendre, etc. J'y ai passé du temps, mais je vais continuer à creuser sans problème. Du coup, la version pro, bah, c'est ce que je t'ai indiqué. Tu as les tarifs ici. C'est 12 € par éditeur par mois si tu le prends à l'année. Et après, quand tu passes en organisation, là, c'est plus cher. Ah oui, il y a organisation, je connaissais même pas ça. Organisation et après, il y a entreprise. Ouais. Ouais, donc la version à 40 variables, là, il se touche un peu parce que si tu dois passer direct en entreprise, ça fait un peu cher. Mais je suis convaincu qu'en fait, ce truc de variable, je suis pas sûr qu'on ait besoin de tant de variations que ça de variables. Enfin, il faudra voir à l'usage, mais à mon avis, ils ont dû le penser pour. Je pense que vraiment, entreprise, là, c'est si genre, tu es une grosse entreprise, tu t'appelles Apple et que vraiment, tu as des grosses contraintes et tu as besoin de beaucoup plus de variables. Autre chose aussi intéressante, c'est que alors ça, je viens de le découvrir d'ailleurs en même temps que vous. J'avais vu passer qu'effectivement, au niveau de l'API REST de Figma, on avait accès aux variables. Et là, je vois que c'est qu'en entreprise. Alors j'espère que c'est pas le cas. Parce que si vraiment on ne peut y accéder, ils ont fait évoluer l'API évidemment en fonction de toutes les nouveautés. Et si on est obligé d'être en entreprise pour accéder à ça, c'est un peu dommage. Bon, bref. Voilà, ben, sachez que vous pouvez aller voir la partie pricing dans tous les cas. Tac, tac, tac. Atomistic, ça m'embêterait pas si on n'avait pas d'autres. Et ouais, je sais bien, Atomistic. Mais bon, voilà, après, Figma reste un logiciel professionnel. Pour les étudiants, je pense que la version gratuite déjà peut permettre de faire plein de choses qui sont plutôt cool. Donc après, effectivement, si jamais vous voulez basculer, ça devient votre métier, ben forcément, c'est. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Tu peux pas avoir tout gratuit au bout d'un moment. Hein. Et puis là, je vous rappelle effectivement que ça appartient à Adobe maintenant, donc les logiques doivent être un peu différentes. Ah, il avait dit yo. Ah, bah, je suis désolé, j'avais pas vu. Désolé, Druff. Il me regarde plus, c'est ça, c'est ça. Trop de Fortnite, mon pauvre. Il y a Druff ici présent, c'est mon partenaire d'armes à Fortnite, sachez-le. Au pire, bidouiller, tu sais pas. Ouais, non, mais je te dis, je suis sûr qu'il faudra voir après comment est-ce que les gens un peu aguerris sur la partie Figma, parce que tu as des gens en design system, ils sont très très balèzes. Comment est-ce qu'ils vont. Quelles vont être les pratiques et tout, mais je suis sûr que ça a été pensé, c'est obligé que ce soit bien et tout, parce que sinon, honnêtement, les gens vont rester sur les styles, quoi. Parce qu'il n'y aura aucun intérêt à basculer sur le reste. Bon, voilà les amis, écoutez, c'était un live très long, mais hyper cool. Je suis trop content parce que je pense que j'ai à peu près tout résumé. J'ai jamais fait de matinale aussi longue, on est à près de 2 heures. J'en suis navré, mais c'était hyper important.